Apocalypse au RDPC, le crépuscule des barons. Quand le temps présente enfin sa facture. Il y a des matins au Cameroun où l'air sent différemment. Pas la pluie. Pas la poussière rouge des quartiers populaires. Non. Il y a des matins où quelque chose d'invisible mais de palpable flotte au-dessus de Yaoundé. Comme si la ville retenait son souffle. Comme si les collines elles-mêmes savaient quelque chose que les hommes refusent encore d'admettre. Ce samedi 12 avril 2026 est l'un de ces matins-là. En l'espace de quelques heures, plusieurs noms tombent. Des noms que vous connaissez. Des noms qui ont pesé lourd dans ce pays pendant des décennies. Des noms qui ont signé des arrêtés, présidé des institutions, serré les mains du président, et occupé les premières loges du pouvoir pendant que le peuple attendait dans les couloirs. Ces noms-là, aujourd'hui, sont sur des lits d'hôpitaux. Certains ne se relèveront peut-être plus. Et le plus troublant dans tout ça? Ce n'est pas leur état de santé. C'est le silence. Le silence assourdissant de ceux qu'ils ont eux-mêmes propulsés au sommet. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est plus qu'un bulletin de santé. C'est le portrait impitoyable d'un système qui dévore ses propres enfants. Partie 1, contexte et fait. Quand le RDPC perd ses piliers. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment au sommet de l'État camerounais, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, mes amis, n'est pas celui d'un pays ordinaire. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est au pouvoir depuis 1982. 44 ans. 4 décennies pendant lesquelles un seul homme, Paul Biya, a tenu les rênes d'un pays de plus de 26 millions d'âmes. Autour de lui, un cercle d'hommes fidèles, solides, loyaux, du moins en apparence. Des hommes qui ont bâti leur fortune, leur gloire et leur identité sur la proximité avec le palais d'Etoudi. Ces hommes-là ont tout eu. Les privilèges. Les honneurs. Les véhicules de fonction. Les passeports diplomatiques. Les discours de 50 minutes pour des réunions qui auraient pu tenir en 10. Ils ont tout eu. Mais voilà. Le temps, lui, n'a jamais été nommé ministre. Le temps ne reçoit pas de per diem. Le temps ne se laisse pas corrompre. Et en ce début d'avril 2026, le temps a décidé de présenter sa facture. Commençons par Marcel Nyan-Jifanji. Ancien président du Sénat camerounais, Marcel Nyan-Jifanji était l'une des figures les plus emblématiques du régime Biya. Âgé de 93 ans, oui, vous avez bien entendu, 93 ans, il avait occupé la présidence du Sénat pendant des années, devenant par là même, selon la constitution camerounaise, l'une des personnalités les plus haut placées dans l'ordre protocolaire de l'État. Mais quelques semaines avant sa mort, une décision silencieuse, presque furtive, était venue changer la donne. Nyan-Jifanji avait été remplacé à la tête du Sénat par Aboubakary Abdoulaye. Officiellement, il s'agissait d'un renouvellement normal. Officieusement, selon plusieurs observateurs, c'était le signal que le vieux baron ne pouvait plus assurer ses fonctions. Et le samedi 12 avril 2026, la nouvelle est tombée. Marcel Nyan-Jifanji s'est éteint au centre des urgences du CHU de Yaoundé. Discrètement. Loin des caméras. Loin des fastes républicains. Mais ce n'est pas tout. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, est lui aussi hospitalisé dans un état préoccupant. Selon les informations disponibles, son état de santé se serait fortement dégradé ces dernières semaines. On parle de diabète avancé, d'hypertension et d'insuffisance rénale chronique. Des pathologies sérieuses, qui, combinées, transforment chaque journée en un combat silencieux contre son propre corps. Ce qui est particulièrement frappant, c'est ce que rapportent certaines sources proches du milieu médical, les médecins auraient écarté l'option d'une évacuation sanitaire à l'étranger, cette évacuation que les grands du régime affectionnent tant, vers Paris, vers Genève, vers Bruxelles. Pourquoi? Parce que, selon ces mêmes sources, le déplacement lui-même pourrait être fatal. Voilà donc un homme qui a présidé au destin constitutionnel du Cameroun, cloué sur un lit d'hôpital à Yaoundé, dans la ville même qu'il a servi pendant des décennies. Sans avion médicalisé. Sans clinique privée suisse. Juste un lit, une perfusion, et le bruit sourd des machines qui surveillent le rythme de son cœur. Et puis il y a Kave Yedie Djibril. Président de l'Assemblée nationale depuis 1992, 32 ans à la tête de la chambre basse du Parlement, Kave, selon plusieurs sources concordantes, aurait quitté définitivement Yaoundé pour regagner son village natal dans l'extrême nord du pays. Son état de santé, affaibli depuis plusieurs mois,
suscite une inquiétude croissante dans les cercles du pouvoir. 3 piliers. 3 institutions. 3 hommes qui incarnaient à eux seuls la permanence du système BIA. Et les 3 sont, aujourd'hui, hors jeu. Partie 2. Le conflit. Le pouvoir, ce mirage qui s'évapore. Maintenant posons-nous la vraie question. Celle que beaucoup évitent de poser à voix haute, mais que tout le monde se pose en silence. Qu'est-ce que ça signifie, pour le RDPC, de perdre ainsi ces barons les uns après les autres? Pour comprendre, il faut revenir à ce que ces hommes représentaient. Ce n'étaient pas que des fonctionnaires. Ce n'étaient pas que des technocrates nommés à des postes institutionnels. Non. Ces hommes étaient des piliers symboliques. Des architectes de la longévité du système. Des figures qui, par leur simple présence, envoyaient un message au pays entier, le régime tient. Le régime est solide. Le régime est éternel. Marcel Nihan-Jifanji n'était pas seulement président du Sénat. Il était un symbole de la continuité. Sa présence dans les institutions rassurait une certaine élite, notamment dans la région du Nord-Ouest dont il était originaire, une région aujourd'hui meurtrie par une crise anglophone qui dure depuis 2016. Clément Atangana, lui, présidait l'instance qui arbitre les conflits constitutionnels au Cameroun. En d'autres termes, il présidait le gardien des règles du jeu politique. Sa présence à ce poste était une garantie, pour certains, que le système fonctionnerait selon ses propres règles, celles définies par ceux qui l'ont conçu. Et qu'avait 32 ans à la tête de l'Assemblée nationale. 32 ans à conduire les débats, à valider les lois, à incarner la représentation nationale. Peu importe ce que l'on pense de la nature de cette représentation, le symbole, lui, était réel. Ces 3 hommes-là partaient, s'effaçaient, tombaient. Et voilà où le conflit devient intéressant, mes amis. Car dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé, la disparition progressive de ces barons ne crée pas un vide serein. Elle crée une course. Une course silencieuse, feutrée, mais féroce. Qui va hériter de leur réseau? Qui va récupérer leur portefeuille d'influence? Qui va occuper les espaces laissés vacants dans la cartographie invisible du pouvoir réel? Les courtisans se regardent en chiens de faïence. Les clans s'observent. Les ambitions, jusqu'ici contenues par le respect des anciens ou par la crainte de déplaire au palais, commencent à se dénouer comme des serpents qui sortent de l'eau. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà des intrigues de palais, il y a une question que personne n'ose formuler officiellement, mais qui hante chaque conversation privée, chaque appel téléphonique entre initiés, chaque réunion informelle dans les salons huppés de Bastos. Et cette question, la voici, si les barons tombent, qu'en est-il du patriarche lui-même? Partie 3. Révélation et décryptage. Les non-dits du crépuscule. Et c'est ici que nous entrons dans le territoire de l'indicible. Une publication a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux camerounais et dans la diaspora. Elle serait attribuée à la fille du président Paul Biya. Le contenu de ce message, dont l'authenticité n'a pas été officiellement confirmée, soyons très clairs là-dessus, évoque des propos alarmants sur l'état de santé de son père. Mais ce n'est pas seulement ça qui retient l'attention. Le message ferait également état d'expériences troublantes. De sentiments de persécution. D'accusations dirigées contre le gouvernement suisse, pays où le président Biya passe une part considérable de son temps depuis des années. Maintenant, évitons tout sensationnalisme inutile. Ce genre de publication sur les réseaux sociaux au Cameroun doit toujours être traité avec une extrême prudence. Le pays n'est pas à court de faussaires, de manipulateurs politiques et d'agitateurs numériques qui fabriquent des documents pour servir des agendas précis. Mais voilà ce qui est intéressant, indépendamment de l'authenticité du message. Pourquoi ce type de publication trouve-t-il un écho aussi large? Parce qu'il s'inscrit dans un contexte de questionnement réel sur la présence effective et la capacité de gouvernance du président camerounais. Ces dernières années, le chef de l'État a été régulièrement absent du territoire national pendant de longues périodes. Ses apparitions publiques sont devenues rares. Ses discours, peu fréquents. Et quand ils ont lieu, ils sont scrutés, analysés, décortiqués par des milliers de Camerounais qui cherchent des signes, des indices, des signaux. C'est dans ce contexte de doute ambiant que tombe le crépuscule des barons. Et ce contexte transforme des événements qui pourraient sembler naturels, des hommes âgés qui meurent ou tombent malades, en événements chargés d'une signification politique considérable. Revenons à Marcel Nihan-Jifanji. Sa mort survient quelques semaines seulement après son remplacement à la tête du Sénat. Ce timing, selon plusieurs analystes politiques, n'est pas anodin.
Officiellement, son remplacement était prévu, planifié, normal. Mais informellement, dans les cercles qui suivent de près les mouvements du palais, on murmure que ce remplacement était aussi une façon de régler sa succession de son vivant. D'éviter le chaos institutionnel d'une vacance imprévue. En d'autres termes, quelqu'un, quelque part, savait. Quelqu'un savait que Marcel Nianjifanji n'avait plus beaucoup de temps. Et cette personne ou ce cercle de personnes a pris ses dispositions. C'est cela, la gestion discrète du crépuscule dans les régimes de longue durée. On ne crie pas. On ne pleure pas en public. On anticipe. On remplace. On organise. Et on attend. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une dimension que l'on oublie souvent quand on parle de la mort des grands du régime Biya. Une dimension humaine, presque philosophique, qui mérite que l'on s'y arrête. Ces hommes qui tombent aujourd'hui, ils ne tombent pas dans l'anonymat. Ils tombent avec tout le poids de leur trajectoire. Avec tout ce qu'ils ont fait, dit, signé, approuvé ou tué. Avec tous les dossiers classés et les décisions prises dans l'ombre. Et dans leurs derniers moments, selon les rares témoignages qui filtrent, ces hommes seraient entourés d'un silence éloquent. Les visiteurs viennent. Ils observent. Ils serrent les mains. Ils chuchotent des paroles de réconfort. Et ils repartent. Mais les mines sont sombres. Et les silences disent plus que les mots. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Le Cameroun, ce théâtre permanent. Maintenant, permettez-moi d'ôter un instant ma veste de journaliste sobre et d'enfiler celle du narrateur camerounais. Celui qui voit les choses comme elles sont, les dit comme il les ressent, et qui n'a pas peur de nommer la comédie quand elle se joue devant lui. Il y a au Cameroun une tradition politique bien établie que l'on pourrait appeler la théorie de l'éternité sélective. Cette théorie repose sur un principe simple, ceux qui gouvernent semblent sincèrement croire, à un certain stade de leur carrière, que le pouvoir est une protection contre les lois universelles. Contre le vieillissement. Contre la maladie. Contre la mort. Comme si la signature d'un décret présidentiel pouvait repousser indéfiniment l'échéance biologique. Vous avez vu comment ils marchaient, ces barons? Comment ils entraient dans les salles? La démarche lente mais assurée, le regard qui balaie la pièce, la certitude inscrite dans chaque pore de leur peau que le monde leur appartient. Et d'une certaine façon, dans leur monde à eux, il leur appartenait effectivement. Mais voilà. Le monde réel est plus grand que leur monde à eux. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus brutale de ce mois d'avril 2026. Prenons Clément Atangana. Président du Conseil constitutionnel, l'institution qui dit ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas au Cameroun. L'institution qui, lors de chaque élection, valide ou invalide des résultats. L'institution dont les décisions ont des conséquences directes sur des millions de citoyens. Cet homme-là, aujourd'hui, est dans un lit d'hôpital à Yaoundé. Et les médecins ne veulent même plus tenter de l'évacuer à l'étranger. Vous savez ce que ça dit, cette décision médicale? Ça dit que même les soins que l'argent du contribuable camerounais aurait pu financer pour l'envoyer se soigner à Paris ou à Genève, ces soins-là ne seraient plus suffisants. Que la machine humaine est trop abîmée pour supporter le voyage. Et à ce moment précis, le titre, les fonctions, les avantages, tout ça n'a plus aucune valeur. Il n'est plus le président du Conseil constitutionnel. Il est juste un homme malade. Maintenant parlons de quelque chose que beaucoup n'osent pas dire ouvertement, mais qui circule dans les taxis de Yaoundé, dans les marchés de Douala, dans les salons de coiffure de Bafoussam. Quand un baron du régime tombe malade ou meurt, quel est le protocole officiel? Voilà ce qui est fascinant. Quand ces hommes étaient au sommet, ils contrôlaient les médias. Ils contrôlaient les agendas. Ils contrôlaient les narratifs. La presse publique publiait leurs photos, couvrait leurs cérémonies, relatait leurs moindres faits et gestes. Mais quand ils tombent? Le silence. Pas d'émission spéciale sur la CRTV. Pas de journal télévisé qui consacre 15 minutes à l'état de santé d'un ancien président du Sénat. Pas de message officiel de solidarité qui circule sur les canaux gouvernementaux. On apprend la mort de Marcel Nianjifanji non pas à travers un communiqué solennel du gouvernement, mais à travers des publications sur les réseaux sociaux, des messages WhatsApp, des blogs indépendants. Un homme qui a présidé l'une des deux chambres du Parlement camerounais pendant des années. Un homme qui occupait la deuxième place dans l'ordre protocolaire de l'État. Et sa mort se propage comme une rumeur, avant d'être officiellement confirmée. Est-ce qu'il faut y voir une forme d'ingratitude institutionnelle? Un dysfonctionnement du protocole?
Ou simplement le reflet d'un système dans lequel chaque homme vaut exactement ce que sa position actuelle lui permet de valoir, ni plus, ni moins? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais ce n'est pas tout. Car il y a une ironie particulièrement cruelle dans tout ça, et je vais vous la livrer sans détour. Ces hommes, Nia, Atangana, Kave et d'autres ont passé une large partie de leur vie au sommet d'un État dont les hôpitaux sont en ruine. Un État où les citoyens ordinaires meurent faute de médicaments. Faute de matériel. Faute de médecins correctement payés. Faute d'ambulances qui fonctionnent. Pendant des décennies, ces mêmes citoyens ont regardé leurs dirigeants s'envoler vers l'Europe au moindre rhume. Au moindre bilan médical de routine. Pendant que des femmes mouraient en accouchant dans des maternités sans électricité. Pendant que des enfants succombaient à des maladies parfaitement traitables pour peu qu'on ait les moyens ou l'accès aux soins. Et aujourd'hui, les barons eux-mêmes se retrouvent, pour certains d'entre eux, dans ces mêmes hôpitaux camerounais qu'ils n'ont jamais vraiment pris soin d'améliorer. Il y a là une justice poétique d'une brutalité remarquable. Ce n'est pas de la méchanceté que de le dire. C'est simplement observer que le monde a une façon bien à lui de boucler les boucles. Et parlons aussi de quelque chose que l'on nomme en langage populaire camerounais avec une économie de mots saisissante. La solitude du pouvoir. Ces hommes, au sommet, étaient entourés. Toujours entourés. Des conseillers. Des collaborateurs. Des courtisans. Des admirateurs. Des solliciteurs. Du matin au soir, un défilé permanent d'humains qui venaient déposer leurs espoirs, leurs dossiers, leurs enveloppes et leurs flatteries. Et maintenant? Maintenant, dans ces chambres d'hôpital, il y a ce que rapportent les observateurs de l'époque, le silence des enfants trop préoccupés par les biens à hériter. L'absence des collègues trop occupés à se repositionner. La rareté des visites de ceux qu'ils ont eux-mêmes placés au poste qu'ils occupent aujourd'hui. C'est cela, la mécanique impitoyable du pouvoir sans principe. Il ne crée pas de loyauté. Il crée de la dépendance. Et quand la source de la dépendance disparaît, ceux qui en dépendaient se tournent simplement vers une autre source. Comme des plantes qui suivent le soleil. Peu importe où vient ce soleil. Conclusion, la question que le Cameroun doit se poser. Ton solennel, fort, engageant. Alors voilà où nous en sommes. En ce début d'avril 2026, le RDPC regarde ses barons tomber les uns après les autres. Marcel Nianji-Fanji est parti. Clément Atangana lutte. Kave Yeguié Djibril s'est retiré. Et sur les réseaux sociaux, des publications non vérifiées alimentent des interrogations qui dépassent le cadre des seuls barons. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas une malédiction. C'est la biologie. C'est l'arithmétique simple du temps qui passe. Des hommes qui ont pris le pouvoir jeunes, dans les années 1980 et 1990, sont aujourd'hui des octogénaires et des nonagénaires. Et le temps, comme on dit en pays bamileke, ne doit rien à personne. Mais ce qui devrait nous préoccuper, nous, citoyens camerounais, que vous soyez dans les quartiers populaires de Douala, dans les champs de Bafia, dans les savanes de Garoua, ou dans la diaspora à Paris, à Montréal, à Berlin, ce qui devrait nous préoccuper, c'est la question d'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas dans le sens d'une révolution. Pas dans le sens d'une violence quelconque, que nous condamnons sans ambiguïté. Mais dans le sens d'une prise de conscience collective. Ces hommes qui partent avaient un âge. Ils avaient une époque. Ils appartenaient à un Cameroun qui n'existe plus vraiment, un Cameroun de la guerre froide, des partis uniques, des États trop forts sur leurs citoyens et trop faibles devant leurs propres élites. Ce Cameroun-là, biologiquement, est en train de se terminer. La question n'est pas de savoir si les barons vont mourir, ils vont mourir, comme tous les humains. La question est de savoir ce que les Camerounais vont construire dans les espaces qu'ils laisseront derrière eux. Est-ce qu'on va simplement remplacer des vieux barons par des jeunes barons? Est-ce qu'on va repeindre la façade pendant que les fondations restent les mêmes? Ou est-ce qu'on va enfin avoir le courage collectif de se poser les vraies questions? Quel système politique voulons-nous? Quelles institutions voulons-nous? Quel pays voulons-nous léguer à nos enfants? La mort d'un baron n'est pas une victoire. Ce serait se réjouir trop vite et pour de mauvaises raisons. La mort d'un baron, c'est simplement une case qui se libère sur l'échiquier. Et la vraie question, c'est toujours, qui va jouer la prochaine pièce? Vous, en tant que Camerounais, vous avez une réponse à donner à cette question. Pas avec des larmes de crocodile. Pas avec des danses de victoire qui ne mènent nulle part. Mais avec des choix. Des engagements. Des actions.
Parce que l'histoire du Cameroun ne s'écrit pas à Etoudi. Elle s'écrit dans vos quartiers. Dans vos familles. Dans vos votes. Dans vos voix. Et cette histoire-là, elle attend encore son chapitre. Dites-nous en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui change vraiment au Cameroun quand un baron du régime disparaît? Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que le système est plus fort que les hommes qui le composent? On vous lit. On vous répond. Et on continue à suivre ça ensemble.